Le représentant de l'ANC au CPC, l'honorable Nicolas Kwame Manti, comme annoncé, le secrétaire général adjoint de la formation politique que dirige Jean-Pierre Fabre. Il est avec nous. Monsieur Manti, une fois encore, bonjour. Bonjour, monsieur Adjakoto. C'est un grand plaisir pour moi de passer à la radio Victoire. Je crois que c'est ma première fois d'être dans vos studios. Et c'est avec joie que je voudrais bien répondre à vos inquiétudes et éclairer l'antenne des Togolais. On espère que cette fois-ci, vous serez quand même peut-être régulier chez nous. Je l'espère bien. Je l'espère bien. Mais qui est au juste honorable Nicolas Kwame Manti? Comme c'est la première fois, les auditeurs veulent vous connaître davantage. Ah d'accord. Moi, Kwame Manti, je suis né dans la Kébou, d'où je suis originaire. Je suis économiste de formation et je suis le secrétaire général adjoint de l'ANC en charge des affaires économiques et financières. Actuellement, je représente le parti aux travaux du CPC. Voilà. Vous avez oublié, vous étiez député. Oh oui, bon, ça fait très longtemps. Donc, de 2007 à 2010, on n'avait pas pu malheureusement finir le mandat parce que bien, très souvent notre gouvernement ne respecte pas les lois, donc il nous avait chassés contre les dispositions de la loi. Ok. Globalement, comment se porte l'ANC aujourd'hui? L'ANC se porte très bien. Quelques mois de législative. L'ANC se porte très bien. Vous savez que depuis 2021, pas même depuis 2018, on est dans la ferveur des élections. Il y a eu les élections législatives auxquelles nous n'avions pas participé, mais nous étions très actifs. 2019, il y a eu les élections locales pour l'élection des conseillers communaux. Nous avions pris part à ces élections-là. Et 2020, on était à la présidentielle et juste après, on s'est mis comme par d'habitude à préparer les échéances futures et à sensibiliser les populations togolaises sur divers sujets d'intérêt commun et public. Et voilà, nous continuons notre boulot en allant de Lomé à Saint-Cassé tout le temps pour... Mais pour certains Togolais, apparemment, c'est comme si au lendemain de la présidentielle, vous étiez rentré dans un silence total. Hein. Ce n'est pas seulement l'ANC, mais au niveau de la classe politique de l'opposition entière. Non, je crois que l'ANC a toujours parlé. Vous vous rappelez très bien que déjà le soir du 20 février 2020, nous avions sorti un communiqué à l'analyse des premiers résultats qui nous parvenaient pour situer l'opinion en disant que bon, les tendances montrent qu'il y a deux candidats qui sont à la tête et à la suite, nous avons sorti d'autres communiqués après avoir reçu tous les résultats, les PV, pour situer l'opinion par rapport au déroulé du scrutin. Scrutin qu'on a dénoncé et qualifié d'irrécevable, étant donné qu'il était truffé de trop de fraude, de manquements, et qu'on ne pouvait pas se baser sur quoi que ce soit pour déclarer que ce soit... on ne va pas revenir sur votre supposé soutien quand même au candidat de la DMK. Mais aujourd'hui, quel bilan vous tirez au sortir de la présidentielle de 2020? Parce qu'on a d'autres échéances électorales qui pointent à l'horizon. Qu'est-ce qu'il faut corriger au niveau de l'ANC pour affronter ces prochaines élections? Oui, avant de parler des élections, non. Je ne peux pas dire ici qu'on avait soutenu le candidat de... Non, on n'avait pas soutenu des candidats. Nous étions candidats à cette élection présidentielle et on avait fait des analyses impersonnelles.
des analyses pour tout le monde. C'est juste après les résultats. Quand vous avez su que la tendance qui se dégageait, on a deux candidats, le candidat du pouvoir et celui de la DMK peut-être qui sont en ballottage, mais on avait dit que vous n'avez pas officiellement soutenu, mais on ne va pas revenir sur ce débat. C'est pourquoi je dis qu'on ne va pas aller encore en arrière. C'est juste voir quelles leçons vous tirez de ce scrutin présidentiel du 20 février 2020. Oui, la leçon à tirer, c'est que malheureusement, dans notre pays, on refuse de faire les analyses politiques qui s'y est parce que les communiqués de l'ANC n'avaient pas pour but de soutenir qui que ce soit, mais de soutenir le peuple togolais qui avait été volé, dont le suffrage exprimé n'a pas été pris en compte, et c'est des résultats tirés d'un tiroir qui ont été proclamés. Et donc, c'était pour soutenir le peuple togolais toutes nos actions. Maintenant, nous avons dit, étant donné tout le tapage qu'il y a eu autour de l'ANC pendant ces élections-là, nous nous sommes dit qu'il faut se méfier d'être mal accompagné en politique. Parce que, au dire de Monseigneur Podro, qui nous qualifiait de traîtres, de Judas, ainsi de suite, il n'avait pas de preuves. Mais ces preuves, c'est que nos camarades, nos anciens camarades de la C14 sont venus lui dire que l'ANC c'est ceci, l'ANC c'est cela. Et c'est au vu de tout ceci que lui, il a conclu que nous étions un parti de traîtres. Si on n'avait pas été ensemble avec des camarades, soi-disant, Monseigneur Podro peut-être ne nous aurait pas traité de traîtres. Et c'est pour cela que vous constatez que l'ANC évolue en solo, en espérant que du lot des partis de l'opposition sortiront un ou deux qui ont... Ça veut dire que vous avez fait une croix sur des coalitions, mais des regroupements à l'ANC aujourd'hui? L'ANC dit toujours qu'on peut travailler ensemble si nous défendons les mêmes causes, si nous réfléchissons dans le seul but de servir la nation, c'est être ensemble. Vous voyez, être ensemble, c'est avoir un objectif commun. Mais si l'objectif n'est pas commun pour tout le monde, vous pouvez être ensemble, mais en désunion. C'est le cas de l'opposition togolaise, où les gens veulent qu'on soit ensemble, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. C'est tout le problème. Sinon, c'est ce qui a fait que vous avez échoué avec plusieurs regroupements. Voilà, nous sommes les chantres de l'union. Malheureusement, au Togo, l'union ne fait pas la force. Ok, donc c'est l'une des leçons que vous tirez parmi ces regroupements que vous avez eu du temps de FRAC, de CAP 2015, de la C14 en passant par les deux regroupements. Mais aujourd'hui, les voix s'élèvent encore de dire qu'il faut être ensemble pour affronter les prochains scrutins qui s'annoncent. Et justement, la transparence de ces scrutins-là tient vraiment à la classe politique de l'opposition, y compris votre parti, l'ANC. Vous avez écrit même au chef de l'État récemment, la CNDH, sur l'épineuse question des découpages électoraux. Ces questions se retrouvent aussi au niveau du cadre permanent de concertation. Globalement, comment se déroulent les discussions dans ce cadre-là, M. Manti? Je peux dire qu'au moins pour une fois, à la dernière séance, la 12e réunion du CPC, j'ai eu l'impression que les gens veulent vraiment débattre sur certaines questions importantes pour la nation togolaise. Nous sommes dans une situation où au nord du pays, il y a des attaques djihadistes, et les gens probablement, et je ne peux pas savoir si ils sont sincères, probablement en voulant débattre sur ces questions de découpage du fichier électoral et des conditions d'organisation des élections, veulent que les élections à venir ne soient pas émaillées de violence. Et si c'est le cas, je crois qu'on aboutira à des résultats acceptables pour tous.
Mais si c'est une sorte d'hypocrisie, alors là, à la fin, on observera tous que les gens ne sont pas sincères et voilà, on en tirera les conséquences. Où est-ce que vous mettez le doute, M. Manti? Le doute, c'est que les gens font des propositions de découpage en faisant une fixation sur les communes. Nous savons tous que les communes n'ont pas les mêmes proportions. Il y a des communes de 11 conseillers, il y a des communes de 19 conseillers, de 15 conseillers, de 23, ainsi de suite. Et ça voudrait dire que sur le plan démographique, ces communes-là n'ont pas le même nombre d'habitants. Donc, on ne peut pas faire une fixation sur les communes pour faire un découpage électoral. Donc, si on vous comprend bien, l'ANC ne s'aligne pas sur cette proposition-là qui consiste à augmenter le nombre de députés de 91 à 117. Nous ne parlons pas de la variation du nombre des députés. Nous voudrions nous baser sur les dispositions constitutionnelles pour qu'un découpage sérieux soit fait. La Constitution retient pour le Parlement 2 chambres. L'Assemblée nationale, on parle de députés, c'est quand il s'agit de l'Assemblée nationale, et le Sénat. Le Sénat étant l'émanation des collectivités territoriales. Vous verrez que la Constitution dispose que les sénateurs sont élus par les conseillers communaux et régionaux. Donc, l'aspect de représentation des collectivités territoriales est réglé par le Sénat. Les députés, eux, ils sont les représentations de la nation tout entière. C'est pour cela qu'on dit que le vote est personnel et les députés ne devraient pas se réclamer d'une préfecture, d'une commune, d'une région. Il est le député de toute la nation. Sur cette base, on ne peut pas faire un découpage en prenant pour base, excusez-moi de répéter ça, la collectivité territoriale qui est la commune. C'est simple comme ça. Notre constitution dit également que nous sommes égaux, tous les citoyens sont égaux et nos votes valent ont la même valeur. Voilà. À partir de cet instant, on ne peut pas faire élire des députés par 5 personnes, c'est un exemple que je donne, dans une région A, et faire élire un député dans une autre région B par 20 personnes. Le fait, c'est dire que les 5 qui élisent un député sont chacun 4 fois supérieurs que ceux qui élisent un député avec 20 personnes. Et ça, c'est condamnable par la Constitution. Ce n'est pas permis. C'est ce que nous demandons. Et concrètement, qu'est-ce que vous demandez au niveau de l'ANC dans ce schéma-là? Aller à un nouveau découpage électoral? Il faut faire un nouveau découpage électoral. En éliminant alors ces imperfections, parce que ce découpage en vigueur a été fait lorsqu'on n'avait pas toutes les dispositions en place pour mettre le Sénat. Et donc, les gens voyaient en le député à la fois les députés et les sénateurs. Ils représentaient à la fois la nation et les collectivités territoriales. Dès lors que des dispositions sont en train d'être prises pour mettre en place le Sénat, on ne peut plus confier aux députés la représentation des collectivités au Parlement. Voilà. Ok. Mais en vous écoutant au sortir de la 12e réunion du CPC tenue mercredi dernier à Lomé, apparemment c'est comme si vous êtes un peu satisfait que vos doléances ont été prises en compte, c'est-à-dire vous avez adressé une note au chef de l'État dans lequel vous lui rappelez qu'il est nécessaire de faire ce découpage électoral, même au niveau de la CNDH aussi. Bon, revenez-nous un peu sur le contenu de la note envoyée au chef de l'État et à la CNDH. Qu'est-ce que vous demandez à ces institutions? Au chef de l'État, l'ANC a écrit pour demander qu'une attention particulière soit
accordé au découpage électoral qui est inique et qui est injuste du point de vue de la Constitution, et que cela soit corrigé pour respecter la Constitution et permettre à chaque Togolais de se sentir digne en tant qu'humain. Et le second élément contenu dans cette lettre, c'est le renouvellement des mandats des membres de certaines institutions libres selon les dispositions des lois, de les reconduire ou de les remplacer. Mais si les institutions dans les mandats ont pris fin, ce serait anormal que ces gens-là continuent de siéger au nom de la nation. La Constitution est très claire sur certains points. La souveraineté appartient au peuple. Et le peuple délègue ce pouvoir-là à des représentants. Et la loi a défini les modalités du choix de ces représentants. Et le peuple donne à travers la loi un délai pour la confiance qu'il fait à quelqu'un de le représenter au sein d'une institution. Lorsque ce délai est terminé, celui-là n'a plus le mandat du peuple. Donc les actes qu'il pose n'ont plus de valeur, ne sont plus recevables. Et si nous voulons aller à des élections acceptables, il faut que les institutions qui vont présider, qui sont impliquées dans le processus électoral, au processus électoral, soient dans le respect de la loi. Voilà le deuxième volet de notre lettre adressée au chef de l'État. Est-ce que c'est la même note envoyée aussi à la CNDH? Non. Pour la CNDH, nous demandons à la CNDH de constater la violation de la Constitution qui caractérise le découpage actuel et de demander que soient corrigées ces imperfections pour nous permettre d'aller à des élections acceptables par tous. Pourquoi le choix de la CNDH? Parce que ce sont des violations des droits des citoyens. La CNDH est là pour ça, de veiller au respect de nos droits. Lorsque le droit d'un citoyen est violé, c'est normal qu'on s'adresse à la CNDH. Elle est là pour nous tous. Mais parmi les institutions qui sont arrivées à terme, ou bien qu'on doit renouveler aussi les mandats de ses membres, figure bien la CNDH aussi, vous le savez bien. Oui, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas saisir la CNDH. Nous ne saisissons pas les membres qui sont à la CNDH, dont le mandat a pris fin. Nous saisissons la CNDH. C'est simple que ça. Vous me suivez? C'est la CNDH que nous saisissons. Nous ne disons pas que ces gens-là sont incompétents. Ce n'est pas là la question. Nous disons que la CNDH existe, on l'a saisie. C'est ça. La fin du mandat ne signifie pas que l'institution n'existe plus. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez de la CNDH? Je viens de vous le dire, que la CNDH constate la violation de la Constitution par le gouvernement togolais à travers le découpage actuellement en vigueur. Nous allons encore saisir la CNDH dans les prochains jours sur le fichier électoral que nous trouvons encore unique parce que nous n'ayons pas pris en compte un certain nombre de nos concitoyens. Et j'espère que nous allons parler du fichier, et je pourrai revenir pour vous donner de Revenons au cadre permanent de concertation, c'est vrai, de la CENAP au CPC. Vous avez pris part aux travaux, c'est vrai qu'entre-temps, vous avez suspendu officieusement votre participation, c'était en juin 2021, puis officiellement en juillet 2021, le 12 juillet, par une note adressée au ministre de l'administration territoriale d'alors, le ministre Payadoua Boupessi. Bon, quelles sont les positions que défend l'ANC à ces discussions-là de la CENAP au CPC? Quels sont les sujets sur lesquels, en quittant votre QG, en allant à ces discussions-là, quels sont les sujets sur lesquels vous débattez? La CNAP puis le CPC ont été créés dans le but de
de créer les meilleures conditions pour la transparence des élections au Togo et pour une meilleure rédaction de nos textes et lois, c'est-à-dire des réformes constitutionnelles, institutionnelles, et voilà, ainsi de suite. Voilà, c'est l'objectif de ces, visé par ces deux cadres. Et donc, l'ANC avait fait en son temps des propositions pour amender le code électoral et d'autres lois, notamment la charte des partis politiques, le statut de l'opposition et la loi sur les manifestations publiques et bien d'autres. Et nous avions même fait des propositions sur le plan social et le mieux vivre ensemble. Malheureusement, tous ces points, quoique ayant été retenus, n'avaient pas pu être débattus pour que des conclusions acceptables soient tirées. C'est justement pour ça que l'ANC s'était retirée entre-temps. Mais nous sommes revenus pour au moins veiller à la bonne application du minimum qui avait été obtenu. C'est l'objectif de notre présence au CPC. Et c'est quoi le minimum? Qu'est-ce qui vous a suscité à faire votre retour? Le minimum, il faut dire que c'est l'ANC qui avait demandé que soit refait le recensement. C'était un de nos points très importants. Et ce recensement ayant été accepté, il fallait que nous soyons là pour suivre le déroulé du recensement. Malheureusement, le recensement ne s'est pas bien passé, surtout dans la région maritime. Dans la zone numéro 1. Numéro 1. Et même dans les autres zones, on avait pu constater l'enrôlement des mineurs et des étrangers. C'est dommage que le gouvernement ait peut-être venir faire les choses de sorte que les élections ne se passent pas bien. La CNAP avait demandé que le gouvernement organise des audiences foraines pour établir aux Togolais qui n'ont pas de pièces d'identité d'en avoir et se faire recenser sur la base de leurs pièces d'identité pour éviter l'inscription sur les listes électorales par témoignage. Malheureusement, le gouvernement ne l'a jamais fait et on pense que le gouvernement, connaissant mieux les choses, le fichier électoral, comment il est structuré, profite de ce témoignage-là pour s'établir des îlots de vote à son profit. Malheureusement, on fait voter des étrangers, on fait voter des mineurs, et surtout pour les mineurs, ils en sont conscients, qu'ils n'ont pas encore 18 ans, mais ils sont dans l'illégalité pour voter. Quand c'est comme ça, nous donnons une culture mauvaise à ceux qui vont diriger le pays plus tard. On leur dit, ben, on s'en fout de la loi. Et quand ils sont au pouvoir, vous verrez qu'ils ne se soucieront pas du peuple, mais ils regarderont leurs intérêts. Et c'est pas bon. Voilà. Mais aujourd'hui, vous y êtes là, au sein de ce cadre-là, toujours optimiste par rapport aux autres résultats, M. Manti. Vous savez, quand vous avez la possibilité d'échanger, il faut être optimiste. Quand vous avez la possibilité d'échanger avec votre adversaire politique, il faut être optimiste. C'est à la fin seulement qu'on doit pouvoir tirer des conclusions. Mais dire, pendant que les débats sont là, que bon, on n'aura aucun résultat, je pense que c'est tirer une balle entre les pieds. Okay. Parlant du fichier électoral, l'OIF a fait un travail sur ce fichier du 20 au 27 octobre. Les derniers résultats ont été quand même proclamés, si on peut le dire, au niveau communiqué. Les résultats ont été communiqués au cours d'une conférence de presse au siège de la Commission internationale indépendante CENI, que ce fichier-là est fiable aujourd'hui, puis qu'on puisse aller à des élections sans problème. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ce fichier au niveau de l'ANC? Je viens de le dire, entre-temps,
que pendant le recensement, il y a eu de l'enrôlement des mineurs, des étrangers, mais surtout, la CENI et le gouvernement ont refusé délibérément d'enrôler un certain nombre de nos concitoyens qui ont l'âge de voter dans la région maritime, qui étaient dans les rangs, comme le dispose le code électoral, mais qui ont été refusés d'être sur les listes. Or, on ne peut pas être candidat à aucune élection si on n'est pas électeur. Donc, ce n'est pas seulement le droit de l'électeur qui est dénié à ses citoyens, mais celui d'être aussi candidat. Et c'est dommage. C'est très dommage. À l'époque, la CENI avait reçu certains de nos camarades de l'opposition et la CENI a dit qu'ils ont arrêté le recensement dans la zone maritime parce que la moitié de la population de cette région venait d'être enregistrée. Et nous, quand on a eu cette information, on a dit non. Ils ont qualifié cette norme-là de norme internationale. Mais nous disons, les normes sont prévues pour évaluer et non pour diriger. Et aucune disposition de notre code ne dit que lorsque la moitié de la population est enregistrée, qu'il faut refuser d'enregistrer les autres. À la lumière des premiers résultats de ce recensement, on a pu constater qu'il y avait plus de 100 000 citoyens qui s'étaient fait enrôler plusieurs fois. Ça voudrait dire que s'ils avaient pu enregistrer tout le monde, après avoir enlevé les doublons, on aurait eu ce que préconise la loi. Ensuite, la loi dit personne, quel que soit le rang que vous occupez au Togo, vous n'avez pas le pouvoir de refuser à un citoyen d'être inscrit sur la liste électorale. Et cette norme qu'a évoquée la CENI et le gouvernement pour arrêter le processus de recensement dans la région maritime, malheureusement, ils n'en ont plus tenu compte dans les autres régions. Nous le disons parce que les statistiques que nous avons du dernier recensement prouvent que lorsque nous faisons la moitié de la population de chaque région, comparé au nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales de chaque région, on constate que dans la région maritime, il y a un manque de plus de 22 000 personnes qui n'ont pas pu être enregistrées, suivant leurs normes que nous ne reconnaissons même pas. Par contre, dans les autres régions, dans la région des plateaux, il y a eu un dépassement de 73 000, de plus de 73 000. Dans la région centrale, un dépassement de plus de 31 000. Dans la région de la Kara, un dépassement de plus de 53 000. Et dans la région des Savanes, un dépassement de plus de 20 000. D'où tirez-vous tous ces chiffres-là? Mais les statistiques, nous avons le nombre de personnes recensées par région. Et nous avons la population par région. Il y a eu le dernier recensement général de la population. C'est juste cette base. Mais si on nous dit qu'il faut arrêter le recensement à chaque fois que la moitié de la population d'une région est prise en compte, on ne comprend pas pourquoi cela a été appliqué seulement à la région maritime et que cela n'a pas pu l'être pour les autres régions. Donc c'est délibérément que le gouvernement et la CENI ont refusé d'enregistrer les gens de la région maritime. C'est contre et envers la loi. Si la Constitution dit que nous sommes égaux, et la Constitution dit que le vote, le suffrage est universel, égal et secret. Ça veut dire que votre vote vaut le mien. Je ne peux pas voter seul
pour élire un député et vous soyez obligé de se mettre à 5 pour élire un député. La loi ne dit pas ça. Le faire ainsi, c'est discriminatoire. C'est comme considérer certaines régions comme étant habitées de sous-hommes. Et quand on considère une région comme étant habitée de sous-hommes, c'est de l'apartheid. Et nous ne pouvons pas autoriser que le gouvernement crée des régions de sous-hommes au Togo. Il n'a pas ce pouvoir. Là aussi, vous êtes allé trop loin selon les observateurs politiques. Ouais. Aujourd'hui, comparer ce découpage électoral à la situation sud-africaine, à l'apartheid, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez franchi le Rubicon au niveau de l'ANC? Non. Vous avez, en Afrique du Sud, il était refusé aux Noirs le droit de vote. Vous savez ça. Et au Togo, le gouvernement et la CENI refusent à certains citoyens ce même droit. On les qualifie de quoi? Est-ce que vous pensez que c'est la même situation? C'est la même situation dont vous parlez aujourd'hui. C'est la même situation. Quand vous refusez à quelqu'un son droit, tout simplement parce qu'il habite une zone donnée, mais c'est quoi? C'est pas une ségrégation. C'est bien une ségrégation régionale. Quand nous disons ça, les gens ne font pas l'effort de comprendre ce que nous disons. Nous ne parlons pas d'ethnie. Lomé, la région maritime, n'est pas habitée par une seule ethnie. Nous y sommes tous. Donc, il ne s'agit pas de défendre les droits d'une ethnie. Nous défendons les droits de tous les Togolais. Mais leur seule faute pour subir cette ségrégation, c'est d'habiter la région maritime. Et c'est pas bon. Mais c'est vrai, le sujet a été évoqué en 2 sessions spéciales au niveau du CPC. Doit-on reprendre ou non le classement électoral? On vous a écouté, on a écouté les uns les autres, qu'au premier jour, vous êtes débattus, vous avez sur le sujet, mais en deuxième jour, le sujet est passé inaperçu selon le président du CPC. À ce moment-là, qu'est-ce qui a été dit ces 2 jours que vous avez eu à consacrer pour le recensement, la reprise ou non dans la zone numéro 1? Non, je trouve un peu, excusez-moi l'expression, malhonnête si vraiment le président du CPC a pu dire ça, que le second jour, on s'est tu, comme pour dire que nous étions d'accord avec ces arguments qui veulent dire que lorsqu'on a enregistré la moitié d'une population, que c'est terminé, les autres n'ont plus le droit. Non, on ne saurait le faire. Pas du tout. Et ça m'étonne que le président du CPC, actuellement député à l'Assemblée nationale, élu dans la V, puisse accepter, ou du moins ait pu accepter que les populations qui l'ont désigné pour aller à l'Assemblée nationale soient des sous-hommes à qui on refuse le droit de vote et le droit d'être candidat. Je crois qu'il n'en est pas fier. Et je voudrais dire donc qu'il n'a pas pu faire une telle déclaration. Okay. Au-delà des aspects soulevés, quelles sont les autres conditions de transparence de ce scrutin sur lesquelles travaille l'ANC actuellement avant les 3 prochains mois? Il faut dire d'abord que l'ANC a soulevé le fait qu'on n'ait pas pu organiser les élections dans les délais constitutionnels. Parce que là encore, c'est une façon de dire que bon, on fait les lois, on les applique quand elles nous arrangent, on les foule aux pieds quand elles ne nous arrangent pas. La CENI a été mise en place en 2022, mars 2022. Connaissant la durée de son mandat, sachant les délais constitutionnels, elle n'a pas pu prendre les dispositions pour que les élections
soient tenues dans ces délais-là. C'est une volonté manifeste de nous dire que le régime RPT uni n'a que faire des lois. Et nous demandons que ce gouvernement qui, d'abord l'Assemblée nationale qui va arriver à la fin de son mandat, le 31 décembre, ne sera plus dans la légalité après le 31 décembre. Et le gouvernement n'est que la conséquence de la majorité parlementaire. Si l'Assemblée nationale n'est plus dans la légalité, le gouvernement non plus. Et en principe, on devrait s'asseoir entre acteurs politiques pour s'entendre désormais et co-organiser les élections. Un autre cadre à part celui du CPC. Je ne parle pas de cadre. Oui, je parle du fait que des discussions élargies. Le gouvernement à qui le peuple avait confié le pouvoir d'organiser les élections dans un délai donné rentre dans l'illégalité du fait de la non-observation des délais. Oui. À partir de cet instant, la délégation de pouvoir qui lui avait été donnée n'existe plus. Dans ce cas, ce gouvernement ne peut plus à lui seul organiser les élections étant dans l'illégalité. Il faut alors un compromis politique entre les acteurs politiques pour qu'on puisse aller à ces élections. Et nous disons à l'ANC que, n'ayant pas organisé les élections dans les délais constitutionnels, prenons le temps de parfaire ce qui ne l'est pas et aller à des élections incontestables. D'où nous appelons à la correction du fichier électoral. Je crois que vous, en tant que journaliste, je n'en sais rien, parce que sur les antennes des radios, j'ai cru avoir entendu des journalistes dire qu'ils n'ont pas su quand l'UEF était au Togo et comment les choses se sont passées, qu'ils ont été seulement invités au communiqué, à prendre connaissance du communiqué. Et les partis politiques... C'est le cas chez vous aussi? Les partis politiques non plus n'ont pas été informés de la présence de l'OIF. Nous n'avons pas été invités. La CENI, au moins, votre représentant peut vous filer au moins cette information. Non. Filer ne veut pas dire officiel. Filer une information ne veut pas dire officiel. Le gouvernement et la CENI ont l'obligation d'informer les acteurs politiques de l'arrivée de l'OIF afin que ces acteurs-là envoient leurs techniciens en la matière pour prendre part, ou du moins assister à ces travaux. Ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils cachent? Vous pensez que les gens de l'OIF peuvent distinguer les étrangers, les mineurs sur la liste électorale? Est-ce que les gens de l'OIF savaient? Mais la CENI avait fait un travail de dédoublonnement avant. Mais est-ce que la CENI, dédoublonnement ne veut pas dire... Même on a appris que c'est même au niveau du CPC que vous avez demandé une contre-expertise, à part ce que la CENI a fait. Pas. Si on a demandé quelque chose et que cela se réalise, pourquoi on ne nous informe pas à temps? Pourquoi on ne nous demande pas de venir pour constater que le travail a été bien fait? Vous pensez que l'OIF sait que dans la région maritime, il y a des citoyens qui n'ont pas été enregistrés? Comment dans le fichier l'OIF peut s'en rendre compte? C'est pas possible. Si on avait été là, on aurait pu apporter à l'OIF, aux techniciens de l'OIF, des informations utiles. Quelques éléments importants. Voilà, pour leur permettre d'apprécier le fichier. Donc, ce travail qui a été fait n'est pas recevable. Au CPC, on nous a donné les statistiques. Et on nous dit, voilà le rapport du fichier. On dit non. Ça, c'est les statistiques. Le rapport, dans sa globalité, n'y est pas. Alors, nous avons demandé qu'on nous communique ce rapport-là pour nous permettre de faire des analyses approfondies du fichier. Et s'il est recevable, on le dira. Mais ce qui est sûr... Est-ce que vous demandez la reprise du travail au niveau de ce fichier-là aujourd'hui? Oui. Ah bon. Mais qu'est-ce qu'on perd si on a un bon fichier? Pourquoi on court pour aller aux élections
alors qu'on n'a pas pu les organiser dans les délais constitutionnels. Pourquoi? Je ne comprends pas. Donc, si on n'a pas pu organiser les élections dans les délais constitutionnels, prenons le temps qu'il faut pour parfaire le fichier électoral, faire un bon découpage, mettre en place les institutions qui doivent connaître de ces scrutins-là. Le CPC avait fait des recommandations. Revoir le code électoral sur certains points. Vous savez que il a été dit que pour que le bulletin de vote soit authentique, il faut à la fois l'hologramme et 2 signatures. Mais dans ce même code électoral, à l'article 100, qui liste les conditions pour déclarer un bulletin non valable, ils ont fait exprès de ne pas mettre le fait qu'un bulletin de signature. Mais si vous dites que pour qu'il soit authentique, il faut 2 signatures et l'hologramme, il faut que, dès lors qu'il n'y a pas les 2 signatures, que le bulletin soit déclaré nul, irrecevable. Ok. Madame, monsieur, nous sommes avec monsieur Nicolas Kwame Manti, le secrétaire général adjoint de l'ANC. On est en train de parler sur le processus électoral, les conditions de transparence. On marque la pause, on revient pour la suite de cette émission. Monsieur Nicolas Kwame Manti, le secrétaire général adjoint de l'ANC. Monsieur Manti, au-delà, on était sur les conditions de transparence des prochains scrutins qui devrait se tenir au plus tard le 31 mars 2024 selon le gouvernement législatif en attendant le régional ou bien les deux ensemble. Au-delà de la correction du fichier électoral, de revoir aussi le découpage, de mettre en place des institutions qui sont impliquées dans le processus électoral et corriger certaines dispositions du code électoral. Sur le terrain, c'est vrai que tout ça, ça doit se faire ou bien certaines modifications peuvent survenir, mais sur le terrain, comment vous prenez pour sécuriser entre griffes le vote? Parce que il est reproché à l'opposition togolaise que parfois le jour du scrutin sur le terrain, vous êtes absent. Au-delà de ces aspects du papier, sur le terrain concrètement, il faut aussi mettre comme les garde-fous pour que l'élection se passe très bien. Sur le terrain, qu'est-ce que vous prévoyez et qu'est-ce que vous pensez? C'est un faux procès qu'on fait à l'opposition de dire que le jour du scrutin, l'opposition est absente dans les bureaux de vote et autres. Là. Du moins pour l'ANC, nous avons des représentants partout. Même si dans certaines circonscriptions électorales, en l'état actuel, nous n'avons pas de membres dans les cellules et dans les bureaux de vote, nous y mettions des délégués. Et donc ce travail-là est en train d'être fait pour recenser nos délégués et membres dans les bureaux. Donc vous êtes sur les deux tableaux. On attend seulement que la CENI nous communique le nombre de bureaux de vote créés pour que nous puissions calquer nos ressources humaines à ce nombre-là. Donc nous prenons les dispositions. Mais les gens, en le disant, ils oublient qu'en 2010, ils sont venus prendre nos procès-verbaux et les ont brûlés, ils ont pris nos ordinateurs, voilà, qu'ils ne nous ont jamais retournés. Si on était absent dans les bureaux de vote, où avions-nous trouvé les procès-verbaux? Donc c'est juste un faux procès. Mais avant même de parler de comment nous faisons pour sécuriser le vote, il faut déjà que l'organisation du scrutin soit parfaite. Le découpage, il faut qu'on en revienne. J'ai entendu les camarades des gens dire qu'il faut 117 députés. C'est ce que vous avez décidé. Non, ça n'a pas du tout été une décision du CPC. C'est des propositions que certains partis politiques ont eu à faire. Et d'entrée de jeu, je vous disais que on ne peut pas faire un découpage en se basant sur les communes. On ne peut pas le faire. Qu'est-ce que la loi a prévu? La loi dit, au niveau de l'article 52,
Je vais le lire. Dit, les députés sont élus au suffrage universel direct de la Constitution. Suffrage universel direct et secret pour un mandat de 6 ans, renouvelable deux fois. Chaque député est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Ça voudrait dire qu'une fois que vous êtes élu, vous appartenez à toute la nation. Vous n'avez pas le mandat exclusif d'une région, d'une préfecture ou d'une collectivité territoriale. Que les gens disent que pour aller chez eux, c'est loin, que pour aller sillonner son territoire et recueillir les besoins des populations, que son territoire est vaste. Non, ce n'est pas ce que dit la Constitution. Vous n'êtes pas le représentant de la préfecture dans laquelle vous avez été élu. Si les gens ont ça en tête, ils ont vu tout faux. Vous voyez. Maintenant, les propositions qu'on nous demande de faire. Oui. Le même article 52, dans son alinéa 5, dit: une loi organique fixe le nombre des députés. Donc, on ne peut pas nous demander de faire un découpage quand le nombre n'a pas été fixé. Et qui fixe le nombre de députés? Mais quand on dit une loi, c'est l'Assemblée. Il faut que ça soit voté, que voilà, ça peut être une proposition, un projet de loi, ou voilà, pour fixer ce nombre de députés. Et une fois le nombre fixé, alors on se base sur les dispositions de la Constitution. L'article 5 qui dit que le vote est égal. L'article 11 qui dit que nous sommes égaux, pour faire un découpage. À supposer qu'on dise que au Togo, il faut 25 députés. Nous avons 39 préfectures. On dit 25 députés. Ça voudrait dire que on crée les circonscriptions. On ne tiendra pas compte forcément des préfectures. On crée pour que chaque circonscription ait, si c'est un député par circonscription, ait le même nombre de population. Donc ça n'a rien à voir avec les collectivités territoriales. Pas du tout. Malheureusement, on demande de faire un découpage pendant que le gouvernement a commis des erreurs. Je donne un exemple. Je n'ai rien contre cette préfecture-là que je vais citer. La préfecture de Dagny a, selon le dernier recensement général de la population, environ 40 000 habitants. Voilà. Et cette préfecture a 2 sièges de députés. Pendant que la préfecture de Dagny, qui a autour de 180 000 habitants, est mise ensemble avec la préfecture de Logou pour constituer une circonscription électorale. Et si les listes sont faites d'une manière ou d'autre, la préfecture d'Anier peut ne pas avoir de députés. Vous suivez. Le Golfe, qui a plus d'1 million d'habitants, est considéré au même titre que Dagny. Combien de fois on peut prendre la population de Dagny? Est-ce que parfois la nature n'a pas aussi défavorisé certains milieux? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. La population. Oui, tout ça là est pris en compte dans la composition du Sénat. On vous dira que chaque préfecture, je ne sais pas comment va se faire le découpage pour l'élection des sénateurs, mais en réalité, étant les représentants des collectivités territoriales, une fois que vous êtes une collectivité territoriale, vous avez le droit d'avoir un sénateur. Mais ce n'est pas le cas pour les députés. Donc, premièrement, il faut que le nombre de députés soit fixé. Si c'est les 91 et qu'on n'arrive pas à s'entendre sur comment faire le découpage pour qu'on ait des circonscriptions égales, pourquoi ne pas faire du Togo? Ça, c'est moi qui le dis, hein. Je réfléchis tout haut. Ce n'est pas la position de mon parti. Pourquoi ne pas faire du Togo tout entier une circonscription unique? Comme ça, le vote est
Égal partout. Partout, ok. Et on va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir dans cette émission. Et le tout premier qui se signale au bout du fil, c'est M. Pelé. Bonjour. Oui, honorable, bonjour. Bonjour, M. Pelé. Ok, bon, je pense que toutes les difficultés que vous venez de nous livrer en ce matin, ça prouve toujours que nous sommes devant une de 60 ans avec une opposition de 60 ans. Les mêmes personnes de l'autre côté, les mêmes personnes de l'autre côté. Et maintenant, si nous parlons aujourd'hui, on sait que Paul Yassindé a toutes les institutions dans ses mains. Sauf qu'aujourd'hui, le peuple togolais ou bien l'opposition affamée a le CPC. Je vais vous poser la question. Combien des partis de l'opposition qui sont au CPC? Et pourquoi vous ne pouvez pas être ensemble pour travailler ensemble? Merci. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Pelé. Comme la vie, bonjour. Oui, bonjour, le journaliste. Bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Bon, moi, je voudrais parler de découpage électoral là. Oui, allô? On vous écoute, monsieur Komlavi. Je voudrais parler de découpage électoral dont il parle quand là. C'est avec ce découpage électoral que l'opposition avait gagné en 1994. Donc, ils n'ont qu'à laisser ça. Moi, je proposerais qu'ils n'ont qu'à dire on leur interdit l'accès au territoire. Donc, c'est de ça plutôt qu'ils doivent parler. Par exemple, RPT Unir, quand il organise quelque chose, rapidement il fait. Mais eux autres, quand ils organisent, on leur refuse ça. C'est de ça plutôt qu'ils doivent parler, à mon avis. Hein. Ok. Merci beaucoup à vous, M. Komla. M. Gado, bonjour. Bonjour, Zidane. Bonjour, M. Gado. Bonjour à votre invité. Bonjour, M. Gado. Bon, voilà ce que moi je voulais dire. Mais l'opposition, je ne comprends pas. Le mandat de député, là, vous savez que si le mandat finit, il y a d'autres dispositions. Ils vont rester là-bas d'autres élections. Vous le savez, si ça ne vous plaît pas, pourquoi ne pas demander au gouvernement de changer ça depuis? Il paraît même que ça fait, je ne sais pas quelle année là, les députés étaient restés là-bas pendant 1 an. Et vous avez fait les... Bon, pourquoi vous n'avez pas discuté de ça? Maintenant, voilà, les élections en marche et vous vous collerez encore. Vous savez ce que vous allez faire? Normalement, vous devez vous entendre pour défendre ce qu'il y a pour la nation. Laissez courir la part. C'est du papa de l'ANC, tout parti politique. Vous devez combattre ce qui est bien pour la nation. Bon, maintenant, vous allez aller aux élections bientôt. Une fois arrivé à l'Assemblée, voilà ce que je vous propose. Vous allez prendre une loi. Chaque fois que les mandats de députés sont finis, vous allez diminuer leur salaire, demi-salaire. L'autre salaire, la moitié, vous nous faites nos ici. Nous tous, on va manger. C'est ça. Merci, bonne journée. Merci à vous, M. Gado. Le dernier, c'est M. Lanson. Bonjour, M. Lanson. Bonjour, Victor FM, et bonjour à vos visiteurs. Bonjour à votre invité. Bonjour, M. Lanson. Oui, je voudrais vraiment féliciter l'ANC pour le travail de fond effectué pour le redécoupage. Parce que c'est très, très important. Vous savez, l'Assemblée est l'émanation du peuple. C'est le peuple qui se rassemble là-bas. Cependant, si la salle était assez grande pour nous contenir, je pense que nous y serons tous. C'est-à-dire tous les Togolais à l'âge de voter se rassembleront là-bas. Donc quand on parle de découpage, il faut qu'il y ait tous les Togolais. Donc il faut qu'il y ait quelque chose d'équitabilité. Parce que c'est un homme en vote. Alors, je vais remercier pour le travail de fond qui a été fait et ceux qui siègent aussi au niveau de la CPC pour avoir pris en compte ce travail effectué. Merci beaucoup à vous, M. Lanson. C'est fini pour les réactions téléphoniques. On va aller rapidement pour M. Pelé. C'est vrai qu'en vous écoutant, les difficultés que vous dénoncez, c'est le même schéma. Le pouvoir, les mêmes acteurs aussi. Selon lui, aujourd'hui, le chef de l'État est entre ses mains toutes les institutions de la République. Le très préoccupation de savoir combien de partis politiques êtes-vous au CPC et pourquoi vous ne pouvez pas être ensemble pour défendre ensemble la cause nationale. Merci aux concitoyens qui ont bien voulu poser des questions. Monsieur Pelé dit que les partis politiques de l'opposition qui sont au CPC sont des affamés. C'est pourquoi ils sont au CPC. Parce pour la simple cause, la simple raison que
les partis qu'il soutient et qui sont de la DMK ou de la DMP ne sont pas au CPC. Je crois que c'est... Même s'il nous insulte... Est-ce qu'il vous a insulté? Parce qu'il dit que nous sommes là-bas parce qu'on est affamés. Je ne sais pas de quelle fin il parle. Donc, je ne peux pas... Évidemment, nous sommes affamés de la bonne marche des choses. Nous sommes affamés du respect des lois. Nous sommes affamés de la bonne organisation des élections. C'est pour cela que nous sommes au CPC. Okay. Et donc, maintenant, il nous demande pourquoi on ne se met pas ensemble. Monsieur Pelé sait pourquoi nous ne pouvons pas travailler avec les partis de la DMK. Ces partis-là qui pensent que nous sommes des traîtres, se mettre ensemble avec eux, si on n'a pas de bons résultats, ils diront que l'ANC, les traîtres, ont vendu leurs activités. Okay. Donc, nous ne pouvons pas être avec des gens comme ça. Ok, par rapport à M. Komlavi, lui, c'est un faux débat, parler du découpage électoral, parce que c'est avec ce même découpage que l'opposition, lui, a remporté les législatives de 1994. La question pour lui aujourd'hui principale, c'est comment aller à la rencontre de vos populations, parce qu'on vous refuse quand même vos meetings, alors que le parti au pouvoir est déjà sur le terrain. Là aussi, c'est le problème. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'accès à vos populations de base? Non, c'est vrai qu'au Togo, il y a souvent des empêchements faits à l'opposition pour aller à la rencontre des populations. Et cela ne veut pas dire que si, au cours de cette émission, nous n'en parlons pas, que nous ne faisons rien pour corriger ce fait. Nous écrivons au gouvernement, nous lui demandons de mettre à disposition les services nécessaires pour permettre à chaque citoyen et aux formations politiques d'aller à la rencontre des populations. Mais je voudrais rectifier ce qu'il a dit. Ce n'est pas avec ce découpage-là que l'opposition avait gagné en 1994. En 1994, il y avait un scrutin uninominal à 2 tours. C'est ça. Et que ce n'était pas un scrutin proportionnel. Okay. Donc, il y a une petite nuance. Mais ce n'est pas parce que, même si on avait gagné en 1994, c'est pas parce que nous ne faisons pas ça pour gagner. C'est pas qu'on veut faire un découpage électoral pour remporter le scrutin. Gagner. On veut faire un bon découpage pour respecter corriger les disparités. C'est ça la différence. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion rapidement, M. Manti, pour finir les prochaines élections au niveau de l'ANC? Rapidement, un mot pour les militants, on va partir. D'abord, j'appelle la population togolaise tout entière à se réveiller et à faire en sorte que ces droits soient respectés. Nous allons à des élections, la voix de tout un chacun compte et il faut que nous nous indignions lorsque nos droits sont bafoués. À l'adresse de nos militants, je leur dis courage. Courage, l'ANC sera toujours présente pour eux et pour toute la population. Nous ne laisserons pas leurs droits bafoués impunis. Nous ferons de sorte que chaque Togolais, où qu'il soit, se sente chez lui. Merci beaucoup à vous, M. Nicolas Kwame Manti, le secrétaire général adjoint de l'ANC, d'être passé dans cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci à Ité Messan qui a assuré la mise en œuvre de cette édition. Le direct est sur la page Facebook, c'est avec Claudia Adjino. On fait un coucou spécial à M. Kokou Eklou, responsable de l'établissement Zigidi, qui nous procure des cure-dents pour soigner nos dents. Merci beaucoup. Demain, je vous retrouve à partir de 10 h dans l'émission Retrait 7. Je serai avec l'activiste togolais, président du mouvement Nokonka Folie Sativi. À 8 h 30, Enesina Kogo vous retrouve pour le journal en éveil. Bonne journée, bon début de week-end à toutes et à tous.